Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité et merci de me recevoir sur votre antenne. Mais je vous en prie. Alors vous avez vécu avec quelqu'un d'anxieux. Tiens, c'est intéressant parce que ça aussi, ça peut être pesant. Oui, en fait, j'ai vécu 20 ans avec cette personne et si vous voulez, en fait, il y a vraiment un transfert qui se fait par contagion, si je peux dire, contamination, je sais pas comment on peut dire, infusion peut-être, de l'un vers l'autre et on devient soi-même. Si au départ on tend la main, au final on se retrouve soi-même directement touché, quoi. Alors c'est une perfusion, on pourrait dire. Oui, puisque ça pique effectivement. Donc c'était une femme qui était toujours en train de penser que le pire allait arriver, hein. Eh bien, en fait, si vous voulez, on a du mal à être dans l'instant présent. Hein, c'est un peu le thème de votre émission aujourd'hui. Et ouais, parce que c'est quelqu'un qui se questionne en permanence, c'est-à-dire est-ce que je vais y arriver et pourquoi si toujours avoir besoin d'avoir des réponses à des questions des fois qui sont presque évidentes, quoi, j'ai envie de dire, et ça met le doute en permanence. Et c'est vrai que en soi, à vivre, c'est compliqué. Hein. Mais si c'est des questions où les réponses sont évidentes, c'est assez facile. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est quand justement il n'y a pas de réponse. Non, enfin je sais pas, parce que c'est un peu ce que font les enfants d'ailleurs. Ils nous posent parfois des questions où il n'y a pas de réponse, et c'est ça qui peut nous mettre. Ouais. Alors après, si ça se traduisait chez elle vraiment par une hypocondrie et des besoins à se dire mais si genre j'ai mal au ventre, c'est parce que j'ai ça et l'anxiété arrive et donc on va faire des examens et le médecin m'a dit ça donc je vais aller voir si c'est pas ça. On regarde sur Google, on s'interroge, ouais, mais le médecin m'a dit n'importe quoi et blablabla et ça part sur quelque chose qui est sans fin, quoi. Prise de tête. Ah ouais, non, mais je vois que vous en aviez plus que marre. Oui. Mais en fait, ça se termine par quelque part aussi, ça s'est soldé à la fin par une séparation. Mais c'est vrai que il n'y a pas d'issue à ça. C'est interminable. Mais est-ce qu'elle était suivie ou pas? Oui. Et est-ce que ça allait mieux quand elle revenait d'avoir été voir son psychiatre? Ça allait mieux, mais il y avait d'autres questions qui revenaient derrière. Et puis, alors après, ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est que quand il y a des mots, on ne sait pas démêler le vrai du faux. C'est un peu à force d'appeler au loup, on crie au loup et le jour où ça arrive, on ne sait plus. Et même, je pense que même peut-être les médecins et le corps médical peut s'y perdre aussi. Oui, c'est un témoignage très intéressant parce que alors effectivement il y a une forme de contagiosité quand même de l'anxiété quand on est en permanence au contact de gens anxieux. On ressent l'émotion qui sourd des personnes anxieuses. Et puis effectivement il y a la tendance quand on est un proche, c'est d'essayer de rassurer, mais le fait de rassurer, ça ne marche qu'à court terme en fait, parce que derrière, il y a toujours une préoccupation qui revient. Donc effectivement, comme vous dites très bien, c'est sans fin. C'est sans fin, il y a toujours un questionnement, il y a toujours une anxiété. Et il y a quand même deux clés qui, moi, me semblent très importantes en psychothérapie par rapport à l'anxiété. C'est déjà ce qu'on appelle l'acceptation du risque, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, on est toujours obligé d'embrasser un risque de se tromper. Donc c'est où est-ce qu'on met le curseur, mais ce qui va souvent choper chez les anxieux, c'est qu'ils ne supportent pas de devoir embrasser un risque quel qu'il soit. Et ils veulent être certains, par exemple, d'être arrivés avant même d'avoir fait le chemin. Alors que, bien évidemment, alors on peut essayer d'anticiper certaines choses qui vont se passer sur le chemin, c'est-à-dire est-ce que on va pouvoir s'arrêter à certains endroits pour se reposer, quel est l'état du trafic, etc. Mais à un moment, il faut aussi embrasser le risque que peut-être il va y avoir un accident, peut-être il va y avoir des choses qu'on ne maîtrise pas. Excusez-moi, je vous coupe François Bourgognat, mais c'est parce que je pense que là tout le monde va comprendre. On l'a vu lorsqu'il y a eu une décision du confinement, finalement 80% de la population était tout à fait open à ça et même était rassurée. Et il y avait quoi? Il y avait à peine 20% qui trouvaient que c'était une atteinte à notre liberté. Et pourquoi? Parce que 80% des gens étaient anxieux et du coup ça les rassurait en se disant comme ça je ne risque rien. Oui. Ce
qui n'était pas forcément prouvé, parce que c'est peut-être dans ces 80%, il y en a eu plus qui ont eu le Covid que dans les 20% qui... Oui, puis ça a entraîné d'autres soucis, d'autres difficultés. Absolument. Mais on a bien vu, enfin moi je me souviens, parce que moi je ne suis pas trop en nature anxieuse, comme on peut s'en douter, et c'est vrai que ça m'avait surprise, cette acceptation pratiquement totale. Vous voyez Charles, donc c'est là où on voit que le problème, c'est pas votre cas visiblement, hein, vous n'êtes pas quelqu'un de très anxieux, mais on voit bien que finalement les gens très anxieux, ils passent un peu à côté de leur vie par besoin de sécurité, ils perdent la liberté de vivre, quoi. C'est ça exactement, en cherchant à tout prix à se prémunir de tout risque, qui sont figés, parce qu'il y a toujours un risque à embrasser. Il y a toujours, alors, donc chez les personnes qui vont souffrir de tendances hypocondriaques, hein, c'est-à-dire à se trouver des maladies graves dès qu'ils ont une sensation un peu louche, c'est à partir de quand je suis quand même en mesure d'accepter finalement d'avancer avec mon anxiété sans chercher à tout prix à la contrôler ou à y résoudre, en multipliant les examens et en demandant en permanence à tout le monde de me rassurer. Donc ça, c'est là-dessus qu'on peut travailler. Et puis voilà. Et puis après, il y avait une autre piste, mais qui m'échappe là, donc ça reviendra peut-être plus tard. Oui. Et vous avez eu des enfants, Charles, ensemble ? Oui, on a eu des enfants, mais après, je reviens sur ce que vous disiez. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous me dites, oui, vous n'avez pas l'air anxieux. Non, mais je l'ai été. Et je l'ai été, pas à son contact, je l'ai été avant qu'on se connaisse. C'est bizarre parce que peut-être qu'ils se ressemblent, ça semble aussi, hein, c'est pas. Moi, j'étais anxieux de est-ce que je vais y arriver, est-ce que dans mon travail je vais arriver à faire ce qu'on demande. Je crois, pour répondre à votre question qui est en effet très intéressante, je crois qu'on choisit souvent quelqu'un qui va l'être plus que nous pour relativiser notre propre anxiété. Et ce serait valable sur notre peur d'être trompé, etc., etc. C'est valable un peu sur tout, je trouve. Inconsciemment, on va choisir quelqu'un qui va avoir une poutre dans l'œil alors que nous, on n'a qu'une paille. Vous êtes d'accord, François ? Oui, alors ce qui est marrant, en tout cas en psychopathologie, c'est ce que nous on observe, c'est que les anxieux parfois vont trouver un souci dans lequel s'absorber pour éviter un autre souci qui les angoisse encore plus. Ah oui. Donc c'est ce qu'on appelle du renforcement négatif. Bref, c'est la terminologie, mais c'est pour dire qu'il y a une forme de soulagement à être dans un souci pour éviter un autre encore plus gros, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous avez oublié votre anxiété tellement vous étiez envahi par celle de votre partenaire, en gros. Hein, c'est ça ? Et au final, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on oublie de vivre derrière après, et on est passé à côté de tellement de choses, tellement bien, et on fait la rétrospective de notre vie. À un moment, souvent on fait le bilan. Peut-être que la crise de la quarantaine arrive là, mais on regarde ce qu'il y a derrière, on se dit qu'est-ce qu'il y a devant. Bon, ok, ce qu'il y a derrière, ça me plaît plus. Devant, j'ai envie de mieux, et c'est souvent là qu'il y a un tournant, que les conflits arrivent. Et vos enfants, ça va ? Ils sont pas trop anxieux ? Non, les pauvres, ils en ont souffert. Après, depuis qu'on est séparés, ils sont moins anxieux. Ils le sont toujours un peu, mais c'est l'âge qui est voilà, c'est lié à l'âge plus qu'au fait à notre fait, à nous, voilà. Non, c'est pas des anxieux à proprement parler. Hein. Mais je vous sens un peu triste de justement de ce bilan que vous faites. Oui. Mais oui, c'est un bilan qui est positif. Donc, le fait d'en parler, ça me rend triste parce que je vous dis, on aurait tellement pu passer à côté de belles choses et vivre d'autres moments. Après, je sais pas être malheureux. Hein. On a eu des beaux enfants, on a eu une belle vie quand même. Voilà, on s'en est sorti. Je vais vous donner un petit outil qui va vous permettre d'être moins triste. C'est que là, maintenant, vous allez voir les moments où vous allez être chouette. Ça va vous paraître encore mieux parce que justement, vous êtes passé par là. Donc finalement, la vie est belle. Oh oui. Et puis, je veux dire, j'ai quand même les chances. J'ai une amie qui travaille dans le corps côté psy, elle est infirmière, elle me dit de toute façon, on retient que les choses négatives. Il faut que tu penses à t'endormir le soir en pensant des choses qui sont positives. Et tu restes que là-dessus. Et tu verras que ça ira mieux. Alors, elle n'a pas tout à fait raison, hein, parce que par exemple, quand on décide de prendre, de rompre,
très souvent, ce qui nous empêche de vraiment rompre, c'est la nostalgie des bons moments. C'est pour ça que, par exemple, certaines femmes vont rester avec des hommes qui les battent parce que elles ont trop la nostalgie des bons moments et c'est à cause de ça qu'elles restent. Donc, elle n'a pas tout à fait raison. Ça dépend de comment on fonctionne. Enfin, je m'adresse maintenant aux psychiatres. Moi, je suis pour surtout une vision objective des choses, c'est-à-dire, c'est-à-dire à un moment, il y a sûrement eu du bon, il y a eu aussi sûrement du moins bon, et que ça a été la réalité de la relation. Après, ce qui est important aussi, parce que c'est quelque chose qu'on discute souvent, c'est de ne pas s'empêcher d'avancer maintenant en essayant en permanence de résoudre le passé ou de ruminer sur le passé. Donc, effectivement, la relation, elle a peut-être pas été à la hauteur de ce que vous auriez souhaité. Elle a été ce qu'elle a été, et c'était le chemin qui vous a conduit jusqu'ici. Et la bonne question à se poser, c'est maintenant vers quoi je vais, quoi, et quels sont les enseignements que j'ai pu tirer de ce qui s'est passé pour ne pas répéter certaines erreurs et essayer d'aller vers un avenir qui me correspond bien. Et je pense que c'est ça le bon point de départ. Merci Charles, en tout cas. Merci beaucoup. On va continuer dans un instant avec vous, bien sûr, toujours 0826 300 300. N'hésitez pas, vous aussi, à nous dire comment vous avez traversé peut-être des moments d'anxiété qui ont nui à votre histoire d'amour.